On a la chance de rejoindre Jamil Telfort, un jeune ailier de Northeastern dans la NCAA. Il a été nommé recrue de la semaine 3 fois dans sa conférence. On est extrêmement heureux de lui parler aujourd'hui pour apprendre à le connaître et avoir un peu plus d'informations sur sa saison dans la NCAA. Donc, il est au bout du fil. Jamil, comment vas-tu aujourd'hui? Ouais, je vais bien. Merci de m'avoir dans votre émission. C'est mon plaisir. Ben, c'est le plaisir à nous aussi. Merci beaucoup à toi. Donc, on va commencer directement, justement, avec ce que j'ai mentionné. Donc, les recrues de la semaine dans ta conférence. Donc là, évidemment, t'es un freshman. Tu viens d'arriver. T'es dans un programme assez intéressant. Est-ce que tu t'attendais à être la recrue qui est, jusqu'à présent, la plus décorée de ta conférence? Est-ce que ton début de saison jusqu'à maintenant surpasse un peu tes attentes? Je te dirais que pas vraiment. C'est pas quelque chose que je regardais, être la recrue de la semaine. J'étais plus comme, moi, je dois performer, arriver ici, puis performer dès la première journée. Ouais. Et c'est juste arrivé que on m'a donné plusieurs recrues de la semaine, puis là, je vois que, justement, le travail que j'ai mis ces dernières années, le travail que j'ai mis cet été est juste en train de payer, mais encore là, c'est pas quelque chose qui, je dirais, pas vraiment m'excite, mais vraiment plus le succès de l'équipe et Ouais. nous rendre au match maintenant. C'est vraiment ça, vraiment ça notre but, en Ouais, fait. ça reste un bel honneur individuel, puis je pense que c'est une preuve que ton travail est vraiment apprécié, donc ça demeure très bien. Tu dis que le succès de ton équipe te tient vraiment à cœur, ben justement dans les derniers jours, les dernières semaines, tu as eu quand même des grosses performances, notamment une que j'ai regardée, c'est celle contre Charleston quand tu as marqué 16 points, notamment une belle montée en fin de match. Tu as aussi marqué 23 points contre James Madison. Donc tu as joué un gros rôle dans ces matchs-là, puis un joueur est souvent plus confortable quand il est le go-to guy, puis dans ces rencontres-là, tu l'étais un peu plus. Est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce que vraiment dans des matchs comme ça, tu te sens vraiment plus à l'aise? C'est sûr que j'ai toujours été, pardon, j'ai toujours été quelqu'un qui est plus calme dans les moments chauds. Ouais. C'est pas nécessairement que je me sens le go-to guy, mais c'est juste que dans ce moment-là, je suis calme, je suis confiant et je sais que si je fais ce que j'ai à faire, le succès de l'équipe aura probablement plus de chances d'avoir, justement. Mhm. Non, je suis juste très content que ces performances-là ont donné le résultat de victoire, puis on espère juste continuer à aller de l'avant. Ouais. Donc, dans ces grands moments-là, tu dis que tu es plutôt du style sang-froid. Donc, tu penses vraiment que c'est l'une de tes forces dans ton jeu. Puis, je pense que l'aspect mental aussi est souvent sous-estimé dans le basket. Puis, ce que je comprends que tu me dis, c'est que vraiment, tu es bien capable de contrôler tes émotions pour pas que ça laisse affecter ton jeu. Ouais, je pense que c'est. En plus, depuis le début de l'année, on a joué quand même des gros programmes. Fait que je pense que Ouais. jouer des programmes comme Syracuse, West Virginia, Georgia, Mhm. ça nous a vraiment préparé à justement des moments comme ça. Puis juste notre conférence, on a quand même commencé la saison 7-0. Uh-huh. Là, on a perdu notre dernier match, mais ça montre juste qu'on est toujours en train d'apprendre. Puis justement, ça nous mène à notre but de plus en Mhm. plus près. Puis comme je t'ai dit, notre but, c'est vraiment de gagner notre conférence et aller au match Madness. Fait que si ça résulte à ça, ben moi, je vais être très content. Ouais, écoute, on vous le souhaite. Là, vous jouez très bien en tant qu'équipe. Je pense que le March Madness est quelque chose qui va être atteignable pour vous. Je pense aussi que ça serait une belle opportunité pour toi de montrer des choses sur la grande scène. Jusqu'à présent, cette saison, en tant que freshman, quand même 12 points par match, c'est assez impressionnant. Puis, tu tires à 35% de la ligne de 3 points en ce moment. Est-ce que tu es où tu voudrais être à ce niveau-là? Est-ce que c'est l'une des parties de ton jeu que tu pratiques le plus? Parce que 35, c'est quand même très bien. Puis, je pense que ça t'aide beaucoup aussi à te démarquer puis à aller chercher un rôle important. Mais je pense que j'ai encore amélioré, surtout sur mon tir de 3 points. Au début de l'année, j'avais commencé l'année avec un gros pourcentage. Je chutais peut-être en haut de 60%. Mhm. Et ces dernières games, j'ai fait 3 games que si tu les combines ensemble, j'ai peut-être eu 0 en genre 15. OK. Fait que c'est sûr que ma progression, je vais être plus constant, mais 35%, c'est pas mauvais. C'est Non, ça, c'est je très bon. voudrais le monter à 40%. Uh-huh. Mais c'est quand même pas mauvais. C'est encore quelque chose que je dois améliorer. Et comme je te dis, avec les games, plus les games avancent, plus je suis confortable, plus je suis Ouais. comme, OK, je peux en faire entrer dans mon rôle de scoreur et prendre plus de shots. Fait que
Je pense que ça va venir avec le temps, anyways. Oui, absolument. Puis comme je l'ai mentionné, 35%, c'est quand même très bien, surtout pour un début de saison en tant que freshman. C'est une progression toujours. Et puis comme tu l'as dit, quand c'est une question de constance, ben c'est aussi quelque chose c'est quelque chose qui se travaille. Avant de passer plus à ton parcours, je voudrais savoir, en tant que pandémie, comment tu vis ça en ce moment? J'imagine, ben en fait, c'est clairement pas ce que tu avais envisionné lorsque tu voulais te rendre dans la NCAA, mais comment tu vis ça? Non seulement, tu sais, il y a eu des matchs annulés, je sais pas à quel point toi tu en as eu, mais aussi le fait que c'est pas des grosses foules, tu joues pas nécessairement comme tu l'aurais pensé. C'est-tu quelque chose qui t'affecte? C'est-tu quelque chose à quoi tu penses? Je te dirais, c'est sûr, c'est ma première année, fait que je pourrais pas me dire, Tu peux pas savoir comparer, ouais. à quoi m'attendre parce que je viens juste d'arriver. Mhm. Mais c'est sûr que quand tu entends parler de la vie en tant qu'athlète Division 1, c'est sûr que c'est différent en ce Uh-huh. moment. Nous, la pandémie a annulé des matchs. On est censé commencer notre saison le 25 novembre, Mhm. mais l'école a décidé de suspendre toutes les activités athlétiques et juste nous reporter en décembre. Mhm. C'était quand même difficile parce que on travaille depuis le début de la saison, puis ensuite on dit, ah, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez même plus pratiquer, vous pouvez plus vous Uh-huh. entraîner, vous devez rester dans votre chambre. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile. C'était aussi beaucoup plus difficile de rester ici, en fait, dans ma chambre avec mes coéquipiers Mhm. pour le temps des fêtes. C'est sûr que passer Noël dans ta chambre, c'est pas l'idéal, Mhm. mais en même temps, ça t'aide à rester focus. Je pense Ouais. qu'il faut quand même voir les bonnes choses dans ce côté-là. Je pense que ça nous a vraiment aidé à rester beaucoup plus focus et notre tâche. Et même moi, je dirais, ça m'a justement forcé à encore travailler encore plus fort. Fait Mhm. faut prendre les bons côtés des choses là-dedans. Ouais, décidément, tu le vois bien. Disons qu'on revient un peu aux sources maintenant pour un peu regarder ton parcours, comment ça a été pour toi, commencer. Je voulais savoir, premièrement, le basket pour toi à Montréal, ça vient d'où? J'imagine que c'est quand même commencé très tôt. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient justement cet amour-là, puis pourquoi tu t'es lancé à 100% dans cette carrière-là? Je te dirais que moi, je me suis vraiment lancé dans le basket vraiment à cause de mes frères. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup de tennis. Je OK. voulais jouer au tennis. J'ai joué au volleyball et j'avais même essayé du hockey. Mais je pense que vu que mes frères jouaient au basket, ils jouaient quand même dans des gros niveaux, que ce soit universitaire ou mon autre frère qui jouait avec Chris Boucher à Allemand, puis Mhm. ensuite qui est allé jouer à Tedford et ensuite par la suite Junior College. Je pense que voir ça m'a vraiment incité Ouais. vraiment à faire beaucoup de choses dans le basket et ensuite aussi, je pense que perdre contre mon frère, mon grand frère, dans un contre un, à chaque fois que je jouais contre lui, je perdais. Fait que je pense que ça m'a vraiment incité à, oh, je veux le battre, je veux le battre. Fait que ça a développé un certain amour pour le basket. Je pense OK. que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis ensuite, c'est juste, je me suis vraiment lancé là-dedans. Puis je suis rendu ici aujourd'hui. Ouais, tu as réalisé ton potentiel, puis je pense que tu as fait tes preuves jusqu'à maintenant, puis c'est juste le début. Tu es passé par Thornley en Ontario, mais avant ça, tu as joué aussi avec Brookwood Elite, évidemment, au Québec. Puis tu as pu côtoyer plusieurs joueurs qui font présentement partie de la meilleure cuvée de freshmen de l'histoire de la province. Qu'est-ce que ça veut dire de faire partie de ce groupe-là, qui inclut notamment des gars comme Bénédicte Mathurin et Keyshawn Barthélemy? Ça veut dire grand-chose. Je pense que ça montre justement qu'on a le talent au Québec. Je pense que si tu crois en toi, tu as la confiance en toi, puis tu travailles fort, n'importe quoi est possible. Quelqu'un comme Kishan, que j'ai joué avec à Parkex, depuis qu'on a 15, on a joué ensemble Mhm. jusqu'à Tony, puis juste de voir la confiance qu'il avait en lui, ça m'a vraiment incité à travailler encore plus fort justement pour développer encore une confiance comme ça. Et quelqu'un comme Ben, c'est quelqu'un qui sait qu'il va avoir du succès, qui travaille extrêmement fort. Puis Mhm. c'est sûr que voir deux gars comme ça m'incite justement à être encore meilleur, puis travailler encore plus fort. Puis c'est quelque chose que je pense qu'on est tous vraiment très fiers. Ouais. T'as eu la chance de voir Ben jouer cette saison? Ah ouais, j'ai pu regarder un de ces matchs. J'ai joué avec Ben à Parkex aussi, puis à Team Québec. Fait que c'est quand Ouais. même un bon ami. Ouais, puis ça a été quoi tes impressions? Parce que ça commence.
Ça commence à faire jaser Ben, tu sais, dans le Pac-12. Il a été nommé lui aussi recrue de la semaine là-bas. Et il commence à monter sur le radar en vue du repêchage de la NBA. Puis tu me dis qu'il sait qu'il va avoir du succès. Puis justement, je l'ai eu en entrevue il y a 2 semaines. Puis il me disait exactement ça. Il me disait, moi, je veux être un joueur de franchise dans la NBA. En l'ayant côtoyé, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, puis son attitude, puis son potentiel d'aller très loin dans ce milieu-là? Je te dirais que je suis pas vraiment surpris. Je pense que les gens voient ce qui se passe, puis ils sont vraiment très contents. Mais nous qui connaissons quand même bien Ben, je pense qu'on n'est pas vraiment surpris Mhm. parce qu'on sait à quel point il travaillait fort, puis on sait à quel point c'est quelqu'un qui était vraiment compétitif et qui ferait tout pour avoir du succès. C'est Mhm. quelqu'un que moi, personnellement, j'admire, puis je suis vraiment content pour lui, pour ce qui se passe pour lui, et j'espère juste qu'il va pouvoir atteindre ses rêves. Non, absolument, on le souhaite tous. Il impressionne beaucoup avec Arizona présentement sur le banc en début de saison, puis maintenant en tant que partant. Disons maintenant qu'on parle de toi en tant que joueur. Tu es un ailier de 6 pieds 7, 220 livres, quand même très imposant. Qu'est-ce qui te définit comme joueur dans un alignement, puis qu'est-ce que tu veux principalement apporter à la table? Je pense que moi, personnellement, je suis un joueur qui est capable de tout faire sur le terrain. J'ai une fierté là-dedans. Je pense que je peux défendre le meilleur joueur de notre équipe. Je suis un assez bon défenseur. Je pense que je peux Mhm. scorer, je peux rebound la balle, je peux un peu jouer le un pour toi, je peux défendre, je peux vraiment tout faire. Fait que c'est vraiment quelque chose que je pense que j'apporte sur la table. C'est sûr que je veux vraiment améliorer le fait que j'ai besoin d'avoir un rôle. Fait que peut-être le rôle de scoreur, c'est quelque chose que je dois améliorer et OK. justement mettre en avant sur la table. Encore quelque chose à travailler, mais sinon, c'est tout faire en ce moment, c'est vraiment quelque chose que je suis fier et que je sens que je peux apporter. Puis, est-ce qu'il y a un joueur, disons, dans la NBA, que ce soit maintenant ou un ancien joueur, sur lequel tu essaies de baser ton jeu ou de t'approprier certaines facettes? Je te dirais qu'il y a quand même plusieurs joueurs, que ce soit maintenant ou avant. Maintenant, je te dirais que Paul George a toujours été mon joueur préféré OK. depuis Paul George. Et je dirais LeBron, mais tu sais, LeBron, c'était plus qu'un fan. Ouais, ouais. Et je sais que personne ne sera comme LeBron. Fait que quand j'ai vu Paul George arriver, c'est vraiment quelqu'un que j'ai essayé de bâtir mon game. Mhm. Et je te dirais, il y a Kawhi, Ouais. Jason Tatum, Jalen Brown. Et même avant, les joueurs d'avant, je te dirais Paul Pierce et Joe Johnson aussi. OK. Plusieurs types de grands gardes, grands ailiers Ouais. que je bâtis mon game. J'aime ça parce que c'est des gars qui ont tous un peu l'aspect défensif qui est vraiment collé à eux quand on parle de réputation. Puis tu as mentionné que tu voulais justement te démarquer avec ça. Je trouve ça très bien. Maintenant, quelles sont les facettes dans ton jeu que tu voudrais plus travailler? Tu as mentionné que tu voulais devenir un meilleur marqueur, mais concrètement, disons, sur le terrain, à l'entraînement, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu dédies beaucoup d'attention? Je te dirais que je dédie beaucoup mon attention à être capable de marquer sur le dribble. OK. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de développer. Mhm. Et je te dirais aussi que juste développer cette mentalité de scoreur, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça passer, qui Ouais. aimait ça tout faire. Mais juste développer cette mentalité, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'appliquer à l'entraînement. Mm. Et que plus les games avancent, plus j'essaie d'appliquer. C'est sûr que c'est inconsistant, mais je pense qu'à la fin, ça va payer. Ouais. Puis marquer. C'est vraiment ça que ça. C'est ça. Puis marquer avec le dribble, ben c'est comme ça que tu deviens une première option. Donc, c'est vraiment sur ça que tu dois travailler. Tu as très raison de le faire. Maintenant, j'ai mentionné plus bas, en fait, Bénédicte Mathurin et puis le fait qu'il commence à y avoir de l'attention à propos de lui. J'imagine que tu as vu l'article de Sports Illustrated, un recruteur canadien qui mentionnait les joueurs à surveiller en vue du repêchage de 2021. Il y avait notamment Ben et puis Quincy Guerrier. Mais au bas de ce texte-là, on mentionne également ton nom comme étant un joueur à surveiller dans les prochaines années au niveau de la NBA. Évidemment, on se fera pas de cachette, c'est ton but, c'est de te rendre à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce que ça t'a fait de lire ça à propos de toi? Parce que, tu sais, Sports Illustrated, c'est quand même une très grande plateforme. De voir que tu as de la reconnaissance à ce niveau-là, j'imagine que ça doit être une belle poussée dans le dos aussi. C'est sûr que c'est flatteur de voir que tu sais, j'ai travaillé fort, fait que c'est sûr de Ouais. voir qu'une plateforme comme Sports Illustrated
te recognize. C'est sûr que c'est bien, mais moi, comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose qui me satisfait. OK. Mais je pense que je peux être encore meilleur que ce qu'on projette de moi et voir quelque chose comme ça m'incite à encore travailler plus fort parce que tu sais, de savoir qu'il y a des gens qui prennent vraiment en note de mes progrès. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je suis flatté, mais ça me force à travailler plus fort. Ouais, justement, tu dis que tu l'utilises comme motivation, puis justement, dans cet article-là, ce qui m'avait un peu pincé, c'est que le recruteur mentionnait que tu étais un nom à surveiller, mais pas en 2020 et en 2022, mais plus en 2023 puis dans les années qui suivent. J'imagine que tu vises avant ça et que c'est aussi quelque chose que tu as noté dans ce texte-là pour faire comme Hey, moi je suis meilleur que ça, je vais m'y rendre avant, puis je vais être capable de me faire un nom pour le repêchage avant 2023. C'est sûr que j'ai une confiance en moi et puis j'ai la totale conviction que je pense pas me pouvoir aller avant 2023, mais OK. si je m'occupe pas vraiment de ce que les gens pensent ou Ouais. ce que les gens marquent. Je suis juste content que ils ont mis mon nom, qu'ils Ouais. m'ont juste donné cette recognition. Moi, je suis content pour ça, mais ensuite, le reste, je vais l'utiliser comme motivation et Mhm. je vais le garder pour moi. Puis en vue, parce qu'un jour, évidemment, tu vas déclarer éligible au repêchage. J'ai posé la même question à Ben il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui va faire en sorte dans ton jeu? Ça va être quoi le déclic selon toi qui va faire en sorte que tu vas décider de déclarer éligible, que ce soit 2022, 2023, peu importe l'année. À quel niveau veux-tu être avant de te rendre disponible aux équipes de la NBA? Quel genre de joueur tu veux être devenu pour Northeastern? Je vais devenir un joueur complet, un scoreur, et je pense que je veux me sentir prêt. Je veux pouvoir tellement dominer que je suis comme, je peux pas rester vraiment dans la NCAA, je dois OK. aller dans les professionnels. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux avant de pouvoir déclarer. Puis ton rôle au prochain niveau, tu le vois encore comme un marqueur. Souvent, quand tu arrives dans la NBA, tu dois un peu te démarquer sous un autre, avec d'autres facettes de ton jeu. Puis justement, le recruteur en question mentionnait que tu étais peut-être un gars qui pourrait être intéressant en début de carrière comme 3D. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses? Est-ce que tu regardes, disons, un gars comme... je veux pas comparer nécessairement vos jeux parce que tu es plus grand que Lugans, mais Lugans s'est vraiment démarqué avec son côté défensif. Puis là, il commence à avoir l'opportunité de jouer plus offensivement. Quand tu regardes le parcours, est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses de vraiment être un 3D pour commencer? Je te dirais que c'est sûr que montrer que tu peux bien faire quelque chose, c'est l'idéal. Comme Lugans, je pense qu'on savait tous que Lugans était un excellent défenseur. Fait Mhm. que le fait de montrer ça et que ensuite l'équipe te donne l'opportunité de plus faire, ça l'a vraiment aidé. Fait que peut-être que si ça, c'est ça ma voie, moi, je la prendrais. Mhm. Mais en même temps, si j'ai l'opportunité d'arriver, de scorer, je vais la prendre aussi. Je pense que ça va vraiment aller avec ce que l'équipe me donne et Mhm. mes habiletés à moi et ma confiance de ce que je peux faire. Ouais, exactement. C'est une question de circonstances, puis d'ici là, de toute façon, les choses peuvent changer. Et puis, je te dirais, en toute honnêteté, à 12 points par match à ta saison recrue, en montrant ce que tu es capable de faire, puis tes grosses performances. En tout cas, je sais que c'est l'opinion de beaucoup de personnes dans le milieu. Tu as vraiment tout pour être un gars qui a de l'impact, puis justement de suivre un peu le modèle de joueur que tu nous as mentionné un peu plus tôt. Je voulais terminer là-dessus. En fait, deux choses concernant plus le Québec. Il y aura un autre Québécois à Northeastern l'an prochain, Tour Andria Salama. Je sais que vous vous connaissez, vous avez joué ensemble. Est-ce que vous vous êtes parlé du processus de recrutement à Northeastern? Ah ben oui, c'est sûr que quand j'ai appris qu'on recrutait tôt, j'ai tout de suite texté et je voulais savoir comme de quoi, c'est quoi les écoles qui pensaient aller et Ouais. tout. Et moi, je vais juste donner mon point de vue sur notre Eastern. Je lui ai dit que, avant même que la saison commence, je lui ai dit, moi, personnellement, je pense qu'on est la meilleure équipe de la ligue. OK. Puis avec toi qui arrive, tu auras vraiment l'opportunité d'être toi-même et de jouer. Fait. Uh-huh. Puis en plus, tu me connais, moi, c'est une bonne ville, Boston, Ouais. c'est proche de Montréal. Fait que je lui ai dit, il faut que tu viennes ici. Mais en même temps, si sont pas, c'est sûr, si on t'a pas, sans pas de pression, puis Mhm. si tu veux pas venir, c'est pas grave non plus. Mais je suis juste content qu'il a décidé de venir ici, puis je suis content qu'on va pouvoir en fait rejouer ensemble.
Ouais, ben c'est une très belle nouvelle, un duo québécois à Northeastern. On a tous hâte de voir ça. En terminant, les gars de Montréal veulent toujours se prouver, que ce soit contre l'Ontario, le reste du Canada. Il y a une fibre à Montréal qui fait en sorte que les joueurs, peu importe à qui je pense, qui nous disent vraiment, je me considère comme un underdog. On a tous cette mentalité-là. Qu'est-ce qui te rend motivé puis qui te fait avancer en venant de Montréal puis en ayant ce statut particulier-là, un statut qui souvent est sous-estimé, comme on l'a dit, faut que tu en fasses plus que les autres, mais je veux savoir vraiment c'est quoi ton point de vue sur la mentalité montréalaise qui commence à devenir une étiquette chez les joueurs qui réussissent. Je pense que c'est un avantage pour nous. Mhm. Je pense que le fait de voir que les Américains, ils vont peut-être pas vraiment nous respecter, ils vont peut-être nous dire que c'est des Canadiens, en plus du Québec, ils sont sûrement soft. Mhm. Pareil pour ceux qui viennent d'Ontario, qui vont peut-être voir le Québec comme ils veulent juste être comme nous, mais ils sont pas encore là. Mais je pense que Je pense que vous êtes là. justement voir le succès des gars comme Lugans, de Chris Boucher, nous, ça nous motive encore plus. Mhm. On voit juste que comme nous aussi, on peut faire ça, puis arriver à ce point-là et avoir du succès comme eux. Fait que c'est sûr que c'est vraiment un avantage pour nous. Ouais, exactement. Puis t'as raison pour le fait de dire que ce serait pas nécessairement vrai de dire que le Québec est plus soft parce que justement, récemment, on parlait avec un coach du Québec qui avait parlé à un coach de l'État de New York, puis il disait dans le temps, c'est les New-Yorkais qui étaient vus comme les gars les plus toughs en Amérique du Nord, puis il est allé jusqu'à dire que en date d'aujourd'hui, c'est Montréal. Donc, je pense que ça en dit beaucoup sur votre éthique de travail puis tout ce que vous faites. Je pense que les gars québécois ont tous en commun aussi qu'ils font bien les petites choses, puis c'est le cas aussi dans ton jeu. Donc, c'est une très bonne chose pour ce marché-là, puis on continue à tenter de faire avancer ça. Écoute, Jamil, je te remercie vraiment de ton temps. On va continuer à suivre tes exploits puis à te parler justement pour continuer à prendre de tes nouvelles dans ton parcours dans la NCAA puis vers la NBA. Je te remercie beaucoup, puis je te souhaite un bon week-end. Je sais que tu as des matchs, donc on te souhaite des belles performances. Non, merci à vous de m'avoir eu. Si vous avez aimé cet extrait de l'émission Alley-Oop 360, je vous invite à écouter le reste de nos épisodes sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts comme Spotify, Google Play et Apple Podcasts. Je vous invite également à suivre nos réseaux sociaux et Alley-Oop360.com, la référence basketball francophone en Amérique du Nord.